Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la notion d'oxydoréduction. Alors aujourd'hui donc on va aborder cette notion de type de transformation chimique qui s'appelle les réactions d'oxydoréduction. Donc sur votre feuille, eh bien on va essayer de la compléter. Alors vous devez déjà avoir premièrement avoir vu les vidéos ou réalisé les expériences, mais en tout cas sinon ça va être un petit peu compliqué. Alors on va détailler déjà premièrement ces deux premières expériences. La première expérience que j'ai ici, donc, on verse du sulfate de cuivre, donc Cu2+, plus SO4 de moins. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des ions cuivre Cu2+, et puis des ions sulfate dans cette solution-là. On le place dans un petit creuset, et puis ensuite on met un morceau de paille de fer. Alors la paille de fer au départ, eh bien, elle est grise. Et puis donc ensuite, eh bien, on la plonge à l'intérieur et on voit ce qui se passe. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Bien, on peut faire une première observation. La première observation que l'on peut faire, c'est que eh bien, le fer se recouvre de cuivre, hein, puisque vous avez votre paille de fer qui devient orange. Donc le fer se recouvre de cuivre, hein, puisque c'est pas de la rouille, hein, que vous observez ici, hein, c'est tout simplement du fer qui se recouvre de cuivre puisque la couleur est rouge-orangé. Voilà. Alors ça c'est la première observation. Ensuite, deuxième observation, eh bien si on attend assez longtemps, alors ça se voit pas forcément toujours très bien dans les vidéos, mais si on attend assez longtemps, eh bien on va observer que cette solution qui était à la couleur bleue au départ, eh bien va devenir incolore. Donc la solution devient incolore. Voilà. Ok. Donc ça c'est ma deuxième observation que l'on peut noter ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Alors, l'hydroxyde de sodium, hein, c'est la soude. Et là, si on fait l'observation, là, elle n'est pas dans la vidéo parce que j'ai pas trouvé, mais sinon, si on fait l'observation, on va trouver qu'il va y avoir un solide qui va se former de couleur verte. Alors, un solide qui se forme dans un liquide, hein, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle un précipité. Donc ça peut être votre deuxième observation. Eh bien, vous pouvez donc avoir la formation d'un précipité vert. Voilà, on va le mettre là. Tac. Alors, une fois qu'on a fait cette réaction-là, on va essayer de la modéliser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer de la modéliser? Eh bien, on va essayer de déterminer quels sont les réactifs et les produits. Alors, premièrement, eh bien, on va essayer de dire quels sont les réactifs. Alors, quels sont les réactifs que l'on a ici? Alors, les réactifs, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez mis dans votre tube à essai. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le tube à essai? Au départ, si vous regardez bien, vous avez mis du sulfate de cuivre et de la paille de fer. Donc, déjà, premièrement, le premier des réactifs, eh bien, c'est le fer. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme deuxième réactif? Eh bien, vous avez mis du sulfate de cuivre. Alors, le sulfate de cuivre, soit l'un réagit, soit c'est l'autre. Alors, si c'est donc soit c'est les ions cuivre qui vont réagir, soit ce sont les ions sulfate. Alors, la couleur, elle est bleue au départ, elle est due aux ions cuivre, et puis après, eh bien, elle devient incolore. Donc ça veut dire que forcément, vos ions cuivre ont réagi. Donc s'ils ont réagi, ça veut dire que ça faisait partie de vos réactifs. Donc le deuxième, ce sont les ions cuivre. Tac. Voilà. Alors, quels sont les produits qui sont formés maintenant? Alors, les produits qui sont formés, alors on va noter en dessous donc produits. Alors, les produits, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, premièrement, j'ai mon fer qui se recouvre de cuivre. Ça veut dire qu'il s'est formé, hein, il n'était pas là au départ, mon cuivre. Hein. Mon cuivre métallique, il n'était pas là. Donc ça, c'est un des premiers produits qui va être formé. Donc ici, c'est le cuivre. Attention, ici, c'est pas les ions cuivre, hein, c'est du cuivre métallique, c'est-à-dire c'est du forme d'atome, c'est du forme Cu. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, qu'est-ce que j'ai? Alors, comment est-ce que je fais pour identifier mon produit? Eh bien, vous avez
comment dire, cette expérience qui a été faite après. Si je rajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, j'ai la formation d'un précipité vert. Alors si vous regardez sur la feuille d'à côté, et bien sur la feuille d'à côté, vous avez un document 1 qui se trouve ici. Ce document 1 vous dit bien quels sont les tests de reconnaissance de quelques ions. Et on s'aperçoit que si je rajoute de l'hydroxyde de sodium et que j'ai la formation d'un précipité vert, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez présence des ions fer2. Or, vos ions fer2, vous ne les aviez pas au début, puisque au début vous avez du fer métallique. Donc ça veut dire qu'ils sont apparus après. Et comme ils sont apparus après, eh bien forcément, eh bien ça veut dire que ça fait partie des produits. Alors on va rajouter ici des produits. Donc c'est-à-dire des ions fer 2, qu'on écrit ici en majuscule en caractère d'imprimé en lettres en chiffres romains pour le 2. Donc ça, ce sont vos réactifs et vos produits. Alors, si je récapitule, donc dans votre tube à essai, vous avez mis du fer métallique, sous forme de paille de fer, et puis ici des ions cuivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, vous avez obtenu du cuivre métallique et des ions fer2. Alors, on va essayer de déterminer quelle est l'équation de la réaction que l'on peut modéliser lors de cette transformation. Alors, le fer, on va le mettre ici. Alors, je vais écrire... voilà, je vais grossir peut-être un petit peu pour que ce soit plus facile. Voilà. Alors, donc le fer, son symbole, c'est Fe. Donc je vais le marquer ici. Fe. Les ions cuivre que j'ai là, les ions cuivre, eh bien c'est Cu de plus. Donc je marque plus Cu de plus. Je mets la flèche pour dire qu'il y a une transformation chimique. Et puis qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Eh bien du cuivre métallique, c'est-à-dire formule Cu, et des ions fer2, plus Fe de plus. Il va falloir que j'écrive un peu plus petit. Donc faut que je fasse plus gros en fait. Alors, ça c'est mon équation. Petit c là, qui se trouve sur cette feuille-là. Voilà. Donc, qu'est-ce s'est-il produit au niveau microscopique au cours de cette transformation-là? Alors, si on regarde bien si on regarde bien votre équation ici, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au point de vue microscopique? Eh bien, vous aviez des atomes de fer qui, eux, se sont transformés en ions fer. Alors la question est, comment est-ce qu'un atome peut-il faire pour se transformer en ion fer, Fe2+, ici il est neutre et il devient positif. Eh bien la seule moyen qu'il a pour se devenir positif, eh bien c'est de perdre des électrons. Je vous rappelle qu'un électron c'est négatif. Le fer qui possède, les atomes de fer qui possèdent un certain nombre d'électrons, eh bien peut en perdre. Et s'il en perd, eh bien forcément, si on perd des charges négatives, on va devenir positif. Donc votre fer ici, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va perdre des électrons pour devenir un ion. Par contre, ces électrons ne sont pas complètement perdus, c'est pas possible, parce que regardez bien ici, le cuivre, enfin les ions cuivre Cu2+, eux, eh bien, ils vont se transformer en cuivre métallique. Quel est le seul moyen qu'ils ont pour faire ça? Eh bien, eux, c'est de capter des électrons. Ça veut dire que les ions cuivre captent 2 électrons, donc vous avez 2 charges positives avec 2 charges négatives, eh bien forcément ça va vous donner quelque chose de neutre. Alors si vous regardez bien, le fer, lui, il donne des électrons, et le cuivre, lui, il récupère des électrons, d'accord? Il va capter des électrons. En gros, les électrons sont passés de là pour venir ici, pour former cette chose qu'on a ici. Alors c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans le petit c sur la page d'après. Alors que s'est-il produit au point de vue microscopique au cours de cette transformation? Eh bien, le fer a perdu 2 électrons. Je vais marquer E- peut-être pour électron, ça va être plus facile. Donc il a perdu 2 électrons. Et puis deuxième chose, lui, l'ion cuivre, lui, a gagné 2 électrons. Voilà. D'accord?
Donc ça, c'était pour la première expérience. Je vais revenir maintenant à la deuxième expérience. Alors, on fait une deuxième expérience. Cette fois-ci, on plonge des morceaux de cuivre métallique dans un tube à essai contenant du nitrate d'argent. On attend quelques instants. Et ensuite, eh bien, on regarde ce qui se passe. Alors, vous avez du cuivre métallique sous forme de petits copeaux ou d'un fil, peu importe. Et donc, si on le met dans une solution qui contient des ions argent, on va s'apercevoir d'une chose. Déjà, premièrement, eh bien, votre fil va se recouvrir d'argent. Donc, il va devenir gris, blanc, un peu noir peut-être, ça dépend, peu importe. Donc ce qui se recouvre ici, c'est de l'argent. Donc premièrement, on peut dire que le cuivre se recouvre d'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien, votre solution qui était à la base incolore, cette fois-ci, elle va devenir bleue. Donc la solution devient bleue. Voilà. Ici. On ajoute quelques gouttes d'ammoniac. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, cette fois-ci, on a la formation d'un précipité bleu. Alors ça, vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas fait les expériences, mais voilà, c'est moi qui vous le dis. Eh bien, on a, si je rajoute quelques gouttes d'ammoniac après dans mon tube, eh bien, j'ai la formation d'un précipité bleu. Donc, formation d'un précipité bleu. Voilà. Alors, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va essayer de modéliser, d'essayer de déterminer quels sont les réactifs et quels sont les produits. Alors, au point de vue des réactifs, peut-être copier. Voilà, hop, ça va être plus simple. Donc, au point de vue des réactifs, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon tube? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon tube? Eh bien, j'ai mis des petits morceaux de cuivre. Donc ça, c'est un de mes premiers réactifs. Donc du cuivre. D'accord? Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Eh bien, j'ai mis du nitrate d'argent. Alors pareil, soit ce sont les ions argent qui réagissent, soit ce sont les ions nitrate. Bon, comme ça devient de l'argent, forcément, ça veut dire que ça a réagi au départ, donc que ce sont mes ions argent qui font partie des réactifs. Donc sulfate de cuivre et mes ions argent. Ça, ce sont mes réactifs. Alors, au point de vue des produits, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Alors déjà, premièrement, la solution devient bleue. Si elle devient bleue, eh bien, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette caractéristique de la couleur, souvent, c'est dû aux ions qu'on appelle les ions cuivre. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut déterminer comme produit, c'est donc formation d'ions cuivre. Donc j'ai des ions cuivre, Cu2+, qui vont se former. Deuxième chose, j'ai le cuivre se recouvre d'argent. Forcément ici, ça veut dire que j'ai aussi de l'argent qui va se former. Donc au point de vue des produits ici, j'ai aussi donc de l'argent. Voilà. Donc ça y est, c'est bon. Maintenant que j'ai à la fois tous mes réactifs et tous mes produits, je vais pouvoir établir l'équation de la réaction. Alors je vais zoomer un peu plus pour avoir un peu plus de place, pour bien écrire ici. Voilà. Peut-être un peu moins pour qu'on puisse voir ce que l'on avait au départ. Voilà. Alors je vais écrire ici. Alors, donc l'équation de réaction. Donc mes réactifs, c'est quoi? Au départ, c'est le cuivre. Donc je vais marquer le cuivre. Cu. Peut-être plus fin, ça serait bien. Voilà, donc Cu. Avec quoi? Eh bien ici, des ions argent. Alors les ions argent, si vous regardez la formule, c'est marqué au-dessus, c'est Ag+. Donc Ag+. Voilà, c'est tout pour mes réactifs. Je mets ma flèche, et qu'est-ce que j'obtiens? Des ions cuivre. Formule Cu2+, plus, eh bien, de l'argent, c'est-à-dire Ag. Alors là, si on regarde ces deux équations-là, on va avoir un petit problème pour... Ensuite,
je vais avoir un petit problème. Alors, cette première équation que vous aviez au départ, vous savez que lors de toute équation chimique, je dois avoir conservation de deux choses. Je dois avoir conservation eh bien, des éléments, ici le fer et le cuivre, et puis je dois avoir conservation de la charge. Alors, je vais regarder à gauche ce que j'ai. Ici, un atome de fer ici. Donc le 2+, hein, c'est la charge uniquement, c'est pas le nombre d'atomes. On fait bien attention à ça. Donc un atome de fer, pas de problème. Un atome de cuivre ici, un atome de cuivre, pas de problème. 2+, tout va bien. Est-ce que c'est la même chose que à droite? Alors à droite, j'ai un Cu, pas de problème. Un Ag, aussi pas de problème. Mais le souci, c'est que je regarde bien les charges, ça ne marche pas. J'ai deux charges positives, une charge positive ici et deux charges positives ici. Donc il faut équilibrer les charges électriques. J'ai pas 10 millions de moyens pour pouvoir équilibrer. Comme j'ai 2 plus ici, il me faut 2 ici. Donc je vais mettre devant le Ag+, un coefficient stoichiométrique. Donc je vais prendre 2 fois Ag+, pour avoir deux charges positives ici. Donc si j'ai mis 2 Ag, par contre, il faut pas oublier de mettre un petit 2 ici pour avoir la conservation aussi des éléments. Et là, dans ce cas-là, j'ai pu équilibrer mon équation. Alors, on va essayer de faire la question suivante, le petit c qui se trouve sur l'autre feuille. On va donc essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, le cuivre ici, sous forme d'atome, qui n'est pas chargé, devient ici du cuivre ionique avec deux charges positives. Alors, dans ce cas-là, on a vu tout à l'heure que le seul moyen qu'il avait pour pouvoir devenir positif, c'était de perdre des électrons. Combien il en perd? Il en perd 2 pour se transformer en ion cuivre. Alors, par contre ici, j'ai deux ions argent qui vont former deux atomes d'argent. Chaque atome d'argent, pour devenir neutre, lui, cette fois-ci, va capter des électrons. Donc on peut dire que si j'ai deux ions argent qui vont venir capter en tout deux électrons pour se transformer en atomes d'argent. Donc je vais reprendre la feuille que vous avez ici, donc juste après. On va pouvoir donc noter ceci. On va pouvoir noter que deux ions argent ont capté deux électrons, 2E-. On va faire plus petit, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis, j'ai fait une petite faute. Et puis deuxièmement, lui, le cuivre, il a perdu deux électrons. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, si on regarde bien ces deux conclusions que l'on a ici. Alors, lors des deux conclusions, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'en ai un qui perd un certain nombre d'électrons, et puis l'autre qui gagne exactement le même nombre d'électrons. Ici, c'est pareil. Il y en a un qui perd deux électrons et l'autre qui vient en capter deux électrons. En gros, pour chaque transformation, qu'est-ce qui s'est produit? Vous avez eu un transfert d'électrons. Il y a des substances en fait qui sont capables de capter des électrons et d'autres qui sont capables d'en donner. Ce type de transformation chimique, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Alors une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction qui va mettre en jeu des échanges d'électrons. Vous verrez plus tard que toutes les transformations chimiques qui existent, ce sont des échanges. Quand on échange des électrons, ce type de réaction s'appelle des réactions d'oxydoréduction. Vous verrez dans les classes supérieures que par exemple, les réactions qu'on appelle acido-basiques, donc qui font intervenir les acides et les bases, vont s'échanger d'autres particules, ils vont s'échanger des ions H+, ce qu'on appelle des protons. Il existe d'autres types d'autres types de transformations chimiques, mais à chaque fois, on met en jeu des échanges, on s'échange des choses. Là, la particule qu'on s'échange, ce sont des électrons. D'accord? Et donc, on va définir deux types de substances. Les substances qui vont être capables de capter des électrons et les substances qui vont être capables d'en donner. Les substances qui sont capables de gagner des électrons, c'est ce qu'on va appeler des oxydants. Les substances qui vont être capables de perdre des électrons, c'est ce qu'on va appeler des réducteurs. Alors, dans notre exemple ici, le cuivre, lui, il a gagné deux électrons. Ça veut dire qu'on va appeler ça donc, un oxydant.
Donc ici, c'est un oxydant. Ce que je marque là, vous n'êtes pas obligé de noter, enfin c'est comme vous voulez, de toute façon on va le mettre dans le cours après. Donc c'est un oxydant, et donc ici le fer il a perdu, c'est ce qu'on va appeler donc un réducteur. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'ion cuivre a gagné 2 électrons. Donc au départ je suis parti de mon Cu2+, il a gagné 2 électrons, donc je lui rajoute 2 électrons, et qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien j'ai obtenu du cuivre. D'accord? Alors, le cuivre qui se trouve ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Alors d'après mon exemple ici, cette fois-ci le cuivre a perdu des électrons, ça veut dire que eh bien c'est un réducteur ça. C'est un réducteur. Donc en fait, le cuivre, eh bien ça, l'oxydant va se transformer en un réducteur. D'accord? Donc je passe dans une forme qu'on appelle oxydée à une forme qu'on va appeler réduite. Donc quand je capte des électrons comme ici, eh bien mon oxydant se transforme en réducteur. Cette réaction ici, je passe d'un oxydant à un réducteur, c'est ce qu'on va appeler une réaction de réduction. En fait, on va, au point de vue du vocabulaire, on va dire que le cuivre, l'oxydant, eh bien, est réduit en cuivre, pardon, non, l'ion cuivre est réduit en atome de cuivre ici. Cette réaction ici, c'est ce qu'on appelle une réduction. Ça vous va? Alors en fait, ça marche toujours par deux. Ici, mon réducteur, c'est pareil. Il va au départ, donc c'était le fer. Pour faire ça, eh bien, il a perdu des électrons. Ça veut dire qu'il s'est transformé en Fe2+, en libérant ici 2 électrons. Eh bien, cette forme-là, c'est une forme qu'on appelle oxydée. Donc ici, c'est un oxydant. Donc si je mets une flèche ici, je passe d'une forme réduite à une forme oxydée. Cet type de transformation, c'est ce qu'on appelle une oxydation. D'accord? Je passe ici d'une forme réduite à une forme oxydée. Donc ici, ça c'est le réducteur, ça c'est l'oxydant. Ce que j'ai marqué ici, là, les équations ici, vous voyez, ce ne sont pas véritablement les équations qu'on a marquées juste avant, c'est ce qu'on va appeler plutôt des demi-équations. C'est demi-équations parce que, en fait, pourquoi demi? Parce que, en fait, c'est la moitié de la véritable réaction. La réaction globale, on l'a marquée ici en bas, c'est celle-ci qui se trouve là, d'accord? Donc ça, c'est la réaction globale. Et bien, cette réaction globale, on peut la décomposer en deux petites réactions, donc deux demi-équations. C'est ce que je vous ai marqué. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà. C'est ce que je vous ai marqué ici. D'accord? Voilà. Alors, je peux prendre le deuxième exemple pour qu'on comprenne bien. Ici, ça c'est mon cuivre. Donc, il était au départ, donc c'est Cu, c'est la forme réduite. Donc, il a perdu 2 électrons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait Cu2+, plus 2 électrons. Alors que mes deux ions à argent ici ont capté 2 électrons. Donc, si je marque 2Ag+, eh bien, il capte 2 électrons, je mets plus 2 moins, et ça va vous donner 2 ions argent. On s'aperçoit que dans un cas, eh bien, celui-là va capter 2 électrons et celui-là va céder 2 électrons. Évidemment, quand on s'échange des électrons, on ne peut pas s'échanger un nombre différent d'électrons. S'il y en a un qui donne 2 électrons, l'autre est obligé de capter 2 électrons. D'accord? Donc ça marche toujours par paire. Alors si vous regardez bien, ici pour cette partie-là, eh bien j'ai un oxydant et un réducteur. Un oxydant, un réducteur. Ici, c'est pareil, c'est un oxydant, ça c'est un réducteur, ça c'est un réducteur, ça c'est un oxydant. Ça marche toujours par paire. Alors, on va pas appeler ça une paire, on va appeler ça un couple. D'accord? Alors par exemple ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai le couple Cu2 plus Cu. Alors vous voyez, je peux le marquer dans les deux sens. Ici c'est Cu2 plus Cu, et ici c'est Cu2 plus Cu plus Cu. Donc il y a une règle, eh bien pour noter un couple, on va toujours noter d'abord l'oxydant, et après avec un slash, on va marquer le réducteur. Donc ici le couple qu'on va avoir, donc je note l'oxydant c'est Cu2+, pardon, Hops. Donc Cu2+, un slash Cu. On va toujours marquer l'oxydant en premier et le réducteur en premier. Pour aller un peu plus vite, on va marquer ox slash red, puisque ça c'est l'oxydant et ça c'est le réducteur. D'accord? Donc ox-red, on marque toujours l'oxydant en premier et le réducteur en deuxième. Si j'essaie de voir pour les autres couples, alors le couple que l'on a ici, eh bien l'oxydant c'est Ag+, donc je pourrais le marquer comme ceci, Ag+, un slash
AG. D'accord? Si j'ai ce couple-là, eh bien le slash, je vais pouvoir le marquer, donc l'oxydant c'est celui-ci, donc je pourrais le marquer Fe2+, slash Fe. Et puis celui-là, bah, c'est le même que celui-ci. D'accord? Donc voilà. On va faire un petit récapitulatif dans le cours. Donc si vous descendez votre feuille, donc les définitions qu'il va falloir connaître, eh bien c'est oxydant réducteur. Alors on va donc nous appeler ici oxydant. Une espèce chimique capable eh bien, de capter des électrons. Donc capter un ou plusieurs eh bien, électrons. Voilà. Le deuxième, c'est quoi? Bah, c'est le réducteur. Donc un réducteur est une espèce chimique capable eh bien, de donner, céder, enfin ce qu'on veut, peu importe, ici, un ou plusieurs électrons. Voilà. L'oxydant et le réducteur sont les deux réactifs d'une réaction d'oxydoréduction. Et donc, je vous dis, pour aller plus vite, on va noter donc redox. Un red pour réduction et ox pour oxydation. Donc, on va pouvoir noter comme ça, redox. Alors, c'est un terme qu'on a le droit d'employer. C'est un terme officiel, c'est pas moi qui l'invente. Donc, on peut utiliser, donc on peut dire soit les réactions d'oxydoréduction, soit les réactions redox. Ça marche très très bien. On a vraiment le droit. Alors. Les réactions d'oxydoréduction. Donc c'est caractérisé par un transfert d'électrons, peut-être même le marquer là, tac, entre eh bien, mon oxydant et mon réducteur. Donc mon oxydant et le réducteur. On appelle oxydation, donc c'est le fait de passer vers l'oxydant, d'accord? Donc si je vais vers l'oxydant, ça veut dire que je vais perdre des électrons, d'accord? Donc on appelle oxydation la perte d'électrons et la réduction, eh bien c'est ce qu'on va appeler le gain d'électrons. Les électrons ne pouvant pas exister libres en solution aqueuse, une oxydation est toujours accompagnée simultanément d'une réduction. C'est pour ça que ça s'appelle oxydoréduction, c'est que ça se passe en même temps. Alors nous, on va les séparer en deux demi-réactions, mais la réaction globale, c'est la réaction d'oxydoréduction. Donc ici, je vous ai dit, faites attention au vocabulaire. Donc lors de ces réactions, le réducteur, lui, eh bien, il est oxydé, et lui, l'oxydant, il est réduit. Donc le réducteur est oxydé et l'oxydant est réduit. Voilà. Donc comme un réducteur est oxydé et l'oxydant est réduit, eh bien on voit que ça marche par paire, par couple. Donc j'arrive au petit c, le petit c c'est couple oxydant-réducteur, donc une espèce chimique oxydante et une espèce chimique réductrice forment donc ce que l'on appelle un couple oxydant-réducteur, donc un couple oxydant réducteur, on peut mettre en slash entre les deux, on s'en moque, voilà, d'accord. À une seule condition, bah justement, si je peux passer de l'un à l'autre par un échange d'électrons. Tout à l'heure, le cuivre formait un couple, l'atome de cuivre formait un couple avec les ions cuivre, parce que justement, les deux pouvaient s'échanger d'électrons. Je pourrais pas parler de couple, par exemple, si je mettais du fer avec du cuivre, parce que rien qu'un échange d'électrons entre les deux, bah ça me permet pas de passer de l'un à l'autre. Donc il faut absolument que d'une espèce à l'autre, eh bien, je puisse échanger des électrons. À condition donc d'avoir des demi-équations. Donc si on peut passer de l'une par rapport à l'autre par une... Non, c'est pas ça.
demi-équation. La demi-équation qui va se mettre sous la forme du coup, eh bien ox plus Ne. Alors je vais écrire ça par contre ici. Donc on peut toujours l'équation va pouvoir se traduire par l'oxydant va être capable de capter eh bien un certain nombre d'électrons. Alors un certain nombre, bah, en mathématiques je vais l'appeler petit n, hein, c'est un nombre entier tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5. Donc un certain nombre d'électrons pour eh bien former un réducteur. Alors je vais faire une petite parenthèse. Donc ça c'est ma demi-équation hein, que je peux avoir ici. L'oxydant va capter un certain nombre, le n, hein, ça veut dire le n ça veut dire un certain nombre d'électrons. Donc l'oxydant va pouvoir capter un certain nombre d'électrons pour se transformer en réducteur. Alors cette flèche ici, j'ai mis une flèche comme d'habitude. Quand il s'agit des demi-équations électroniques, les flèches on peut les faire un peu autrement. Alors si j'efface ma flèche, en fait quand il s'agit des demi-équations, la plupart du temps on fera une flèche, mais à moitié, comme ceci. Et comme ça peut se passer dans les deux sens, comme on avait tout à l'heure, eh bien je vais faire une autre partie de la flèche, comme ceci. Alors bon, si vous me faites des flèches pas terribles, une seule flèche ou des doubles flèches comme celle-ci et que vous vous trompez, c'est pas très très grave. Je vous le dis parce qu'on peut trouver ça dans des ouvrages. Donc ici, quand il s'agit des demi-équations, on fait des flèches dans ce sens-là. Alors, un tel couple est noté conventionnellement ox-red, donc on va noter ox comme ceci, un slash red pour deux couples oxydant-réducteur. Les deux, c'est ce qu'on appelle donc un couple conjugué. Donc, conjugué. On parle de couple conjugué. Voilà. Alors si vous passez à la page suivante, eh bien votre page suivante, voilà, je vais vous donner quelques types de couples qui peuvent exister. Alors c'est pas du tout à connaître, à chaque fois ils sont toujours redonnés, vous n'en avez aucun à connaître, mais voilà, je vous en donnais quelques-uns parce que moi je vais m'en servir un petit peu pour la suite. Alors, les couples qu'on peut obtenir, le premier bah, c'est l'ion cuivre 2 Cu, et le cuivre, donc Cu2+, ça on le connaît. Alors je peux mettre entre parenthèses AQ. Un AQ, c'est pour dire aqueux, ça veut dire que c'est en solution aqueuse. Alors je le marque ici pour une fois, après je le marquerai plus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais souvent on trouve ça, donc je vous le mets ici une seule fois, mais après je ne le remettrai plus. Donc avec du cuivre, alors cette fois-ci c'est sous forme solide, donc je mets un petit S pour dire solide. Le suivant à droite, c'est ion zinc, zinc, donc l'ion zinc c'est Zn2+, allez, aqueux, slash Zn solide. Vous avez l'ion fer 2 fer. Donc ion fer 2 c'est Fe2+. Ici Fe solide. Alors c'est solide ici à que je ne mets pas à chaque fois, tant pis c'est pas important. L'ion argent c'est Ag+, Ag. D'accord. Donc là, on s'aperçoit que pour tous les cations métalliques ici, hein, donc Cu2+, Fe2+, Zn2+, Ag+, eh bien l'ion est toujours en premier, c'est toujours un oxydant, et la forme métallique, c'est toujours une forme réduite. D'accord. Donc c'est ce que je mets. Donc on remarque que le cation métallique est toujours l'oxydant, il est capable de gagner des électrons. Alors d'autres couples qu'on va utiliser assez régulièrement, le premier c'est proton solvaté d'hydrogène. Alors proton solvaté, proton c'est l'ion H+. Pourquoi proton hein? Parce que un atome d'hydrogène c'est un proton et un électron, puis H+, ça veut dire qu'il a perdu un électron, donc il ne reste plus qu'un seul proton. Donc solvaté aqueux d'hydrogène, ça c'est un couple qu'on trace régulièrement. Celui à droite, eh bien c'est l'ion fer 3, Fe3+, Fe2+. Alors on s'aperçoit que par exemple, vous voyez le fer 2 ici, eh bien il est dans la partie oxydant et là il est réduit, il est réducteur. Hein, donc une même espèce chimique peut être à la fois en plus oxydante et ça peut être aussi une espèce réductrice. D'accord? Donc voilà, faut pas s'inquiéter. De toute façon, tous les couples sont toujours donnés. Alors diode et ion iodure. Alors diode c'est I2. Alors, c'est liquide, on s'en moque. Ion iodure c'est I-.
Et puis un qu'on peut rencontrer aussi assez régulièrement, hein, c'est ce nom bizarre, c'est l'ion permanganate et l'ion manganèse. Alors comment c'est l'ion permanganate? Eh bien c'est Mn O4- slash Mn de plus. Alors on s'aperçoit d'une chose un peu bizarre ici dans ce couple-là, c'est que Mn, alors c'est le manganèse, hein, d'accord, donc on le retrouve à gauche et à droite. Par contre, on a aussi une espèce chimique, enfin un atome, pardon, un élément chimique qui n'est pas présent dans le deuxième. Alors on va voir après comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se dépatouiller avec ce petit problème-là. Mais en tout cas, ça fait en tout cas bien partie d'un couple. Donc après avoir vu cette notion de réaction d'oxydoréduction, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir écrire ces équations-là. D'accord? Cette partie-là, eh bien, c'est la partie petit 3, c'est comment écrire l'équation de réaction d'oxydoréduction avec la notion de demi-équation, hein. J'en avais déjà un petit peu parlé là-haut. On va donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour établir ces demi-équations d'oxydoréduction. Alors, je mets un encadré ici. Donc, dans un couple dans un couple oxydoréducteur, l'espèce oxydante qu'on va noter OX, l'espèce réductrice qu'on va appeler RED, sont associées par la demi-équation formelle suivante. Alors, quelle est cette demi-équation? Donc, réduction de l'oxydant. Ça veut dire que je vais partir de l'oxydant, donc ox, d'accord? Et puis je vais obtenir à la fin, alors on pourrait faire les doubles petites flèches ici, je le fais pas ici, c'est pas très grave. On va obtenir le réducteur. Alors, la question est de savoir c'est où est-ce que je vais placer mes électrons. Alors, la remarque ici qui est très importante, c'est les électrons se trouvent toujours du côté de l'espèce oxydante. Alors on pourrait quasiment le stabiloter, on va même le stabiloter ici, est-ce qu'on peut ou pas? Stabilo ici, est-ce que je peux stabiloter? Oui, je stabilote. Chut. Ça c'est super important. Vous devez bien retenir ça, c'est que les électrons se trouvent toujours du côté de l'oxydant. Ça veut dire que l'oxydant étant ici, je dois toujours rajouter mes électrons de ce côté-là. Et donc, alors, comme c'est pas toujours un électron, je vais marquer n pour dire que je peux en avoir un certain nombre, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord? Donc là, c'est bien la réduction, puisque c'est bien la réduction, puisque je vais obtenir un réducteur. Si je fais l'opération inverse, c'est l'oxydation du réducteur. Donc si c'est une oxydation, je vais former ici un oxydant. Donc ça va être avec ma flèche. Pareil, je pourrais faire des doubles flèches, mais je ne le fais pas. Et donc ici, j'ai un réducteur. Et je regarde où se trouvent les électrons. Les électrons se trouvent toujours du côté de l'espèce oxydante, donc de ce côté-là. D'accord? Bien. Alors, ici, on va faire quelques exemples. Donc, je vais vous expliquer le premier, comment est-ce que je fais pour le trouver. Et puis ensuite, vous allez essayer de le faire, vous mettrez sur pause, et puis vous essayerez de les faire, et je ferai la correction. Alors, donc, ce que je vais vous demander, c'est à l'aide des couples précédents, écrire les demi-équations correspondantes aux réactions suivantes. Alors, la première, c'est oxydation du zinc en ion zinc. Donc, comme c'est une oxydation comme ici, hein, je vais partir du réducteur pour obtenir un oxydant. Alors, les couples sont toujours donnés. Ici, si vous regardez bien pour le zinc, ce que vous avez marqué au-dessus, donc c'est Zn de plus Zn. Donc ça c'est l'oxydant, ça c'est le réducteur. J'ai dit que je devais partir du réducteur, donc j'ai marqué Zn, mes doubles flèches, qui vont donner Zn de plus. Comme j'ai la conservation des charges électriques, je dois bien marquer ici 2 électrons ici. Alors, je vais vous laisser mettre sur pause, et puis vous essayez de me faire les équations que je vous mets les 3 après. Alors, donc, si je vais faire la correction, alors, ici, c'est la réduction des ions fer2 en fer métallique. Donc, je vais partir des ions fer2, Fe de plus, d'accord? Et puis, je vais obtenir ici du fer métallique. Question, où est-ce que je dois mettre mes électrons? Mes électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Alors, le couple que vous avez qui se trouve... Pardon. Le couple que vous avez, c'est Fe2 plus Fe. Donc ça veut dire que c'est Fe, Fe2 plus, votre oxydant, et ça c'est votre réducteur. Donc je dois mettre les électrons du côté de Fe2 plus. Donc je dois mettre ici plus électrons. Combien je vais rajouter d'électrons? J'ai 2 charges positives, il me faut 2 charges négatives pour en tout à la fin que ça fasse 0. Pour le suivant, c'est-à-dire réduction du diode en ion iodure, alors je pars du diode, c'est-à-dire I2, qui vont me donner l'ion iodure I-.
Je regarde mes couples là-haut. Donc I2 c'est l'oxydant, I- c'est le réducteur. Donc je dois toujours mettre les électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté de I2. Donc je vais laisser ici, eh bien, des électrons. Combien je dois en mettre? Alors ici j'ai une charge négative, je pourrais me dire bah c'est bon, ça suffit. Eh bien non, parce qu'en fait, regardez bien, je dois avoir aussi la conservation des éléments. J'ai deux atomes d'iode, il m'en faut deux aussi de l'autre côté. Donc ce qui me donne deux charges négatives, il faut que je mette deux électrons ici. Et le dernier, c'est quoi? C'est oxydation du dihydrogène en proton H+. Donc je pars du dihydrogène, H2, et j'obtiens H+. Si je regarde bien mes couples c'est H+, qui est l'oxydant, donc je dois mettre les électrons du côté de H+. Pardon. Donc ici, H+, plus électrons. Même chose que tout à l'heure, attention, j'ai 2 H, il me faut 2 H+, donc 2 électrons ici. Alors ça, c'était pour les réactions les demi-équations assez simples. Il existe maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien des cas un peu particuliers. L'exemple que je vous donne, c'est MnO4- et Mn2+. Là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Alors, pour équilibrer ce type d'équation-là, eh bien, il y a une méthode. Alors, la méthode, elle se trouve ici. Une méthode pour l'ajustement des demi-équations est parfois nécessaire pour certains couples qui n'ont pas en commun tous les mêmes éléments chimiques. Donc l'exemple ici, MnO4- et Mn2+. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la méthode pas à pas. Alors, débuter l'écriture de la demi-équation par l'oxydant gagnant un électron. Donc, ox plus électron égale Red. Alors, quel est l'oxydant ici? Eh bien, c'est MnO4-. Donc, je vais marquer ici MnO4-. Je marque ici, je vais laisser de la place que peut-être que je vais en avoir besoin, mais peut-être mes doubles flèches. Et puis, je marque Mn2+ ici. Donc ça c'est mon oxydant, ça c'est mon oxydant, ça c'est mon réducteur. Alors, ça c'est la première étape, ça c'est fait. D'accord? Alors je vais peut-être rajouter aussi des électrons. Donc les électrons c'est plus ici. Deuxième étape, équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Ça veut dire que je ne me préoccupe pas de H ni de O. Donc les seuls autres éléments que j'ai ici, c'est Mn et Mn. J'en ai un à gauche, un à droite, j'ai pas besoin d'équilibrer. Donc dans ce cas-là, pour cet exemple-là, la deuxième étape ne sert à rien, mais ça peut servir. Troisième étape, c'est équilibrer l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Oui, tiens, pourquoi est-ce qu'on va rajouter des molécules d'eau? Alors en fait, on va considérer que toutes ces réactions sont en solution aqueuse et donc il y a forcément de l'eau quelque part. Alors donc, moi ici j'ai de l'oxygène à cet endroit-là. Je n'en ai pas à droite. Et on vous dit donc, il faut que je rajoute des molécules d'eau. Donc je vais être obligé de rajouter des molécules d'eau, non pas ici, puisque ça ne va pas me permettre d'en avoir à droite, je vais rajouter de ce côté-là. Donc de ce côté-là, je vais rajouter plus H2O. Alors, combien je vais en rajouter? Moi, mon but, c'est d'équilibrer l'élément oxygène. Donc l'élément oxygène qui se trouve ici, eh bien, j'en ai 4 là, il va m'en falloir 4 ici aussi. Donc comme il m'en faut 4, eh bien, je vais prendre 4 fois la molécule d'eau. D'accord? Étape suivante. On vous dit donc équilibrer l'élément hydrogène en ajoutant des ions, il y a une petite faute ici, des ions hydrogène H+. Donc, le fait de rajouter des molécules d'eau, j'ai rajouté des atomes d'hydrogène que je n'ai pas ici. Donc, je vais être obligé pour ça, de rajouter des ions H+. Alors, pourquoi des ions H+? Les ions H+, je ne sais pas si vous savez, mais ce sont ceux qui sont responsables de l'acidité. Et donc, on va considérer que non seulement on est en solution aqueuse, c'est pour ça qu'on peut rajouter la 2O, mais qu'on peut être aussi en solution acide, et donc on peut rajouter des ions H+. Et donc, pour ajouter ces ions H+, je vais le marquer, évidemment, à gauche de la flèche, puisque je veux équilibrer les hydrogènes qui se trouvent par ici. Donc je vais le rajouter à gauche. Alors combien je vais en rajouter? À cet endroit-là, j'ai 4 fois 2, ça fait 8 hydrogènes. Donc je vais mettre 8 hydrogènes. Et dernière chose, c'est équilibrer les charges électriques en ajustant le nombre d'électrons. Donc en effet, ici, je n'ai pas encore mis mon nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, je vais le mettre à la fin. Alors, pour ça, on peut soit compter combien ça fait, c'est peut-être instinctif, ou alors on peut tout simplement mettre une petite équation. Alors, la petite équation, je la marque en bas, j'ai pas beaucoup de place, je vais le faire ici. Alors, ici, dans MnO4-, dans MnO4- qui se trouve ici, là, j'ai moins une charge.
Ici, mon nombre d'électrons, eh bien, c'est ce que mon inconnu. Attention, parce que ça va être un nombre qui va être négatif, donc je vais marquer moins x. À cet endroit-là, j'ai 8 charges positives, donc je vais marquer plus 8 égale, et donc le seul endroit à droite où j'ai des charges électriques, c'est à cet endroit Mn de plus. Donc ça doit être égal à 2. Donc si je résous ma petite équation, eh bien on trouve que votre x est égal à 5. Donc ça veut dire que je vais ici avoir 5 électrons. On peut vérifier ensemble pour voir si ça compte, si ça colle bien. Une charge négative, 5 charges négatives en plus, ça nous donne 6 charges négatives. Si je rajoute 8 charges positives, ça me donne bien 2 charges positives. D'accord? Alors, pour équilibrer, comme on a fait au-dessus, là, les équations assez faciles, bon ça c'est pas très très compliqué. Par contre, à partir du moment où vous avez d'autres atomes qui ici interviennent dans les couples, eh bien vous voyez que vous ne pourrez pas vous en sortir si vous ne faites pas la méthode. Donc cette méthode-là, elle sera à connaître et on va s'entraîner un peu après pour pouvoir essayer de le faire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser faire l'écriture d'une équation de réaction. Donc il va falloir écrire les demi-équations des deux couples redox, comme on a fait au-dessus, c'est-à-dire ça ou ça. Combiner si besoin les deux équations de telle sorte qu'un nombre d'électrons échangés soit le même, hein, je vous ai dit, il faut toujours faire le même nombre d'électrons, et supprimer les ions spectateurs. Alors peut-être que vous savez peut-être pas ce que c'est que les ions spectateurs. Les ions spectateurs, ce sont les ions qui sont, qui sont à gauche et à droite de la flèche. Donc on pourra les supprimer si vous avez les mêmes choses à gauche et à droite de la flèche. Alors soit vous regardez les exemples que je vais corriger ici, soit vous pouvez faire des pauses entre les deux exemples, entre chaque exemple, et puis essayer de le faire vous-même. D'accord? C'est ce qui est, à mon avis, bien mieux. Alors je vais faire le premier exemple. Le premier exemple, c'est quoi? Ce sont les ions cuivre qui réagissent avec le zinc métallique Zn. Et je vous pose comme question, en utilisant les demi-équations redox, écrire l'équation de réaction des ions Cu2+, avec le zinc métallique. Je vous donne toujours les couples. Les couples qui sont mis en jeu, c'est Cu2+, Cu et Zn2+, Zn. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Première chose à faire, je vous conseille fortement de souligner les réactifs. Alors, les réactifs, ils sont donnés dans la phrase. Ici, c'est Cu2+, et c'est Zn. Donc, je vais souligner mes réactifs, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Et donc, je vais commencer par équilibrer. J'ai commencé par mettre une équation en commençant par Cu2+. Donc, si j'écris mon équation, je vais marquer Cu2+, alors simple flèche, double flèche, peu importe. Et puis de l'autre côté, je marque Cu. Bien. Maintenant, il faut que je rajoute des électrons. Comment est-ce que je fais pour rajouter des électrons? Eh bien, je sais que le Cu2+, celui qui est à gauche ici, c'est Ox Red. Donc comme je sais que là, à gauche, c'est toujours l'oxydant, à droite, c'est le réducteur, je sais que mes électrons, je dois les mettre toujours du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté de Cu2+. Donc, je vais rajouter des électrons. Combien je rajoute? Je vais rajouter 2 ici pour avoir les charges qui sont équilibrées. Alors, j'ai fait ma première demi-équation électronique. Je vais maintenant faire la deuxième. Par contre, la deuxième équation, je vais commencer par écrire le réactif. Le réactif que j'ai souligné, c'est bien Zn, hein, c'est pas Zn de plus, hein, parce que ça réagit avec le zinc ici. Donc, je vais commencer par écrire mon équation en commençant par Zn. Donc, si je marque mon équation, ça vous donne Zn, ma demi-flèche, ma double flèche, Zn de plus. D'accord? Et je dois donc rajouter mes électrons. Les électrons se rajoutent toujours du côté de l'oxydant, donc du côté de Zn de plus. Ça veut dire que c'était ici que je vais rajouter des électrons. Combien je rajoute? Eh bien, j'en rajoute 2. Voilà. J'ai établi mes deux demi-équations. Donc, maintenant, je vais faire la somme de tout ça. Alors, pour faire la somme, je peux tirer un trait. Et je vais additionner tout ce qui est à gauche de la flèche et tout ce qui est à droite de la flèche. Alors, qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai Cu2+, donc je vais le marquer. J'ai Zn. J'ai 2 électrons. Je peux marquer alors une simple flèche ou une double flèche, peu importe. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai Cu plus Zn de plus 2 électrons. Alors, si vous regardez bien, j'ai à gauche 2 électrons
2 électrons à droite, je vais pouvoir les supprimer. Alors je vais les supprimer comme ça. Oups. Voilà. Donc je vais supprimer mes électrons. Alors quand on est habitué, on n'est pas obligé de les marquer parce que ce seront toujours les mêmes, donc on n'a pas besoin de les mettre ici. Voilà, donc là j'ai fait mon équation ici d'oxydoréduction. Cu2+ vous donne réagit avec du zinc pour donner Cu plus Zn2+. Alors je vais passer au deuxième exemple, vous pouvez faire pause si vous voulez. Alors le deuxième exemple, c'est quoi? C'est le cuivre qui réagit avec les ions argent. Donc je souligne mes réactifs, donc c'est Cu, c'est celui-ci. Pardon. C'est donc celui-ci. Et il va réagir avec les ions argent, c'est-à-dire celui-ci. Alors je vais écrire mes deux demi-équations. La première, en commençant donc par le réactif, ce que j'ai souligné, donc c'est Ag+, qui vous donne Ag. D'accord? Mes électrons se mettent du côté de l'oxydant, donc ici. Donc voilà, là il y a plus et moins, donc ça s'annule, donc ça c'est bon. Et de l'autre côté, donc, j'ai Cu. Hein, je commence par Cu parce que c'est mon réactif, c'est celui que j'ai souligné. Je mets ma double flèche. Ensuite, Cu2+. Où est-ce que je place mes électrons? Du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté de Cu2+. Combien j'en mets? J'en mets 2. Alors, maintenant, on s'aperçoit que là, j'ai un électron, là, j'ai 2 électrons. Je vous ai dit, c'est pas possible, on est obligé de s'échanger le même nombre d'électrons. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre cette équation en entier, et puis je vais la multiplier par 2. D'accord? Si je la multiplie par 2, j'aurai bien 2 électrons ici. Alors, je peux peut-être changer de couleur. Donc, si je multiplie par 2, ça va vous donner ici 2, 2, 2. D'accord? Et maintenant, je vais pouvoir procéder à la somme, membre à membre. Donc, hops. Donc 2Ag+, plus Cu, bon, c'est peut-être moins bien en fait, va vous donner donc Cu2+, plus 2Ag. Hein, j'ai pas mis mes électrons parce que je sais que c'est le même nombre, donc ça va forcément s'annuler. Voilà, je vais faire le troisième exemple, vous pouvez faire encore pause si vous voulez. Alors, les ions Cu2+ réagissent avec l'aluminium, donc ce sont mes réactifs. Je souligne mes réactifs, c'est Cu2+ et Al. Donc là, je vais aller vite hein, parce que on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça vous donne Cu2+ plus 2 électrons, qui vous donne Cu. La deuxième, par contre, je vais la faire un peu plus lentement. Donc vous avez Al, hein, je mets bien à gauche, mes doubles flèches, Al, 3+. Où est-ce que je mets mes électrons? Du côté de l'oxydant, donc c'est par ici. Donc électrons. Combien j'en rajoute? J'ai 3+, il me faut 3- ici. Alors, est-ce que j'ai le bon nombre d'électrons avant d'additionner? Eh bien non, parce que là j'en ai 3 électrons, là j'ai 2 électrons. Alors comment est-ce que je fais? Eh bien je vais trouver le plus petit commun multiple. Ça veut dire que cette équation au-dessus, là je vais la multiplier par 3, et celle-ci je vais la multiplier par 2. Donc ça va vous donner ici, je fais des parenthèses, hein, c'est des parenthèses, fois 3, et celle-ci, eh bien je vais faire fois 2. Alors je peux rajouter, si vous voulez, ma multiplication directement, donc ça vous donne 3, ici ça va vous donner 6, ici ça va vous donner 3, et ici ça va vous donner 2, 2, et puis 6 ici. D'accord? On voit bien que j'ai avoir 6 électrons et 6 électrons, donc forcément ça va pouvoir eh bien s'annuler. Alors maintenant j'écris, hops, donc ça vous donne, j'écris en rouge, pas grave, 3Cu2+, plus 2Al vous donne 3Cu plus 2Al 3+. Voilà. Je vais passer au dernier exemple. Vous pouvez faire pause. Alors, donc le dernier exemple, c'est évidemment le plus compliqué. On ne pourra pas avoir plus compliqué ici. Alors on vous dit le dichromate de potassium, K+, plus Cr2O7 réagit en solution avec le sulfate de fer 2, Fe2+, plus SO4 Les réactifs sont l'ion dichromate et les ions fer 2. Ça veut dire que dans mes couples,
eh bien, ça c'est mon réactif, ça c'est mon réactif. Alors je vais écrire celle-ci. Donc le réactif c'est Cr2O7 d'accord. Je vais laisser de la place, ma double flèche, et je vais mettre Cr3+. Je mets mes électrons du côté de l'oxydant. Et là, je m'aperçois de quoi? Eh bien, je m'aperçois que j'ai des atomes qui ne sont pas à gauche et à droite. Donc, il va falloir que j'utilise la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure. Alors, on va relire la méthode, hein, vous avez votre feuille, vous pouvez le faire. Donc, on a fait la première chose. Deuxième chose, c'est équilibrer des éléments autres que l'atome d'hydrogène et d'oxygène. Bah, ici, c'est mon Cr, c'est mon chrome. J'ai 2 Cr là, il me faut 2 Cr ici. Donc là, cette étape-là sert. Hein, tout à l'heure, elle n'avait pas servi. Tout à l'heure, dans l'exemple sur le permanganate. Vous voyez qu'ici, elle sert. Ensuite, c'est équilibrer l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Donc à gauche, j'ai des oxygènes, je n'en ai pas à droite, donc je vais rajouter des molécules d'eau. Je vais faire plus H2O. J'en ai combien ici? Eh bien, j'ai 7 atomes d'oxygène. Il m'en faut 7 à droite. Et ensuite, l'étape suivante, c'est équilibrer l'élément hydrogène en ajoutant des ions H+. Donc comme à cet endroit-là, j'ai de l'hydrogène, eh bien, il m'en faut aussi à droite. Donc je vais rajouter, alors j'ai plus beaucoup de place, je vais le faire ici. Donc plus H+. Combien je vais en rajouter? Eh bien, j'ai 7 fois 2 à droite, ici, j'ai 7 fois 2 atomes d'hydrogène. Donc, je vais avoir 14 hydrogène ici. Et dernière étape, équilibrer les charges électriques en ajustant le nombre d'électrons. Donc, je dois savoir combien je dois mettre d'électrons ici. Je peux faire ma petite équation. Je vais faire ça dans un petit coin là-haut, d'une autre couleur. Allez, on va le faire en vert pour que pas confondre avec le cours. Donc, j'ai 14 plus moins 2 ici. Moins x égale 2 fois 3 égale 6 charges positives, hein, puisque ici j'ai 2 fois 3 égale 6. Donc si je résume ma petite équation, on va trouver que le x égale à 6. Donc je peux marquer hein, x égale 6. Je vais revenir là. Ça veut dire que je vais mettre 6 électrons. Je vais écrire la deuxième équation, celle-là est plus facile, donc en partant de Fe2+, donc Fe2+, donne Fe3+. Et dans ce cas-là, où est-ce que je passe mes électrons? Du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté de Fe3+, c'est-à-dire plus électrons. J'ai à gauche 2 charges positives, ici 3 moins 1, ce qui donne 2 charges positives aussi, donc j'ai pas besoin d'équilibrer celle-ci. Alors, avant de faire la somme, il faut que faire en sorte que le nombre d'électrons soit le même. Ça veut dire que cette équation-là, je vais être obligé de la multiplier par 6. Donc ici, je fais fois 6. Je peux marquer d'une autre couleur si on veut, pour quand ça fait 6. Donc ça donne 6 là, 6 là, 6 là. Comme ça, je vais pouvoir bien additionner membre à membre, ici. Alors, j'ai 14 plus Cr2O7 de moins. Les électrons s'en vont, plus 6 Fe2+, qui vous donne 2 Cr3+, plus 7 H2O, plus 6 Fe3+. Voilà. Alors ça, c'est la plus compliquée qu'on puisse avoir. Mais voilà, c'est ça, il faut savoir faire ça. Et ça tombe dans énormément de sujets de bac, hein, ce type d'équation-là. Donc il faut savoir faire ce genre de choses. Voilà. Il reste le cas général, mais la vidéo est déjà assez longue. Donc je vais pas le faire. Et puis, vous pouvez essayer de le faire. S'il y en a qui veulent une correction, je vous donnerai une correction, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.